Bonsoir, bienvenue au Studio Mobile, c'est la 5e émission et avec beaucoup d'infos une nouvelle fois. Et nous sommes là, il est 20h, donc nous sommes là pour une heure de direct, de 20h à 21h. Mais n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag le Studio Mobile. C'est d'ailleurs aussi le compte Twitter que vous pouvez suivre pour vous tenir informé de l'émission, de son déroulement, de ses prochains sujets. Autre conseil, abonnez-vous au podcast du Studio Mobile qui est disponible sur iTunes. Et nouveauté, il y a également maintenant un podcast audio si vous voulez nous écouter en faisant votre jogging. Malheureusement ce soir, Laurent n'est pas là. Cet enfant a préféré aller au salon du jouet en Allemagne. Moi, je pense qu'il nous ramènera pas mal de bonnes surprises et d'informations pour notre prochaine émission. Mais je ne suis pas seul ce soir. Ce soir, dans le studio avec moi, il y a Xavier Desor, le porte-parole de Nokia. Bonsoir Xavier. Et en duplex, le journaliste Driss Abdi. Bonsoir Driss. Salut Grégory, comment vas-tu? Bien, et toi? Très très bien, bon. Tout va bien. Et maintenant, puisque nous ne sommes jamais aussi bien servis que par soi-même, le sommaire. Après ça. Alors, le sommaire, la 4G, ça y est, ça décolle. Toujours dans les actualités, nous allons découvrir un peu ce que nous prépare Geekphone, une marque espagnole qui est encore peu connue en France, mais qui promet beaucoup. Ensuite, nous allons voir ce que nous concocte Kazam, une nouvelle marque de smartphone Android. Pour qui, pourquoi? Un peu plus loin, nous allons faire le CES 2014, nos coups de cœur. Après, promis, on ne vous en parlera plus. Nous allons ensuite enchaîner avec la guerre des OS. Android semble plus fort que jamais, mais y a-t-il de la place pour les outsiders? La fameuse 3e place derrière Android et iOS. Un autre sujet d'actualité, c'est le roaming. Donc en gros, c'est l'appel depuis l'étranger, l'appel et Internet mobile. Ça semble devenir la nouvelle bataille des différents opérateurs. Nous allons en savoir un peu plus. Et pour finir, le plein de tests, dont le fameux Nokia Lumia 1320, qui sera vaillamment défendu par Xavier, ici présent. Bon. Avant de développer ces actualités, une nouvelle est tombée cet après-midi. Je pense que tout le monde l'a su, enfin tous les gens qui s'intéressent un peu au sujet. Google a revendu Motorola Mobile à Lenovo, au chinois Lenovo. Alors le coût, c'est un peu moins de 3 milliards de dollars, sachant qu'il y a 2 ans, il avait acheté un peu plus de 12 milliards, ce qui peut sembler un peu bizarre au prime abord. Mais ça fait beaucoup parler. On se demande pourquoi Google avait acheté Motorola pour finalement pas en faire grand-chose. Et je pense que Xavier a peut-être son mot. J'ai pas lu tous les articles autour de tout ça parce que j'étais beaucoup en réunion aujourd'hui, mais là-dedans il y a beaucoup de brevets qui n'ont pas été cédés par Google à Motorola. C'est peut-être plus les capacités de production et d'ingénierie qui ont été cédées à Lenovo, qui arrivent de chez Motorola. Et je pense que Google a gardé quelques brevets qui valent très cher à l'intérieur de son portefeuille. Donc en gros, ils ont découpé un peu Motorola. Donc, je pense qu'ils ont un peu découpé Motorola. Motorola est une belle marque quand même. On va voir ce que Lenovo veut en faire. Ils ont l'air d'être assez agressifs et de vouloir arriver clairement sur le marché. Est-ce que ça sera tous les marchés? On verra. Oui, mais c'est quand même, ça fait l'effet d'une bombe quand même. On s'y attendait pas vraiment. On est dans une industrie géniale, les télécoms. Ça bouge tout le temps, il y a des innovations tout le temps. C'est pour ça que ça nous passionne. Donc, c'est une étape de plus. Ouais, je confirme ce que vient de dire Xavier. Google conserve quand même 17 000 brevets au niveau de Motorola. Donc, ils ont vendu surtout la partie device, les terminaux. Faut savoir que ça fait longtemps qu'on suspectait Lenovo de vouloir faire un rachat. Il y avait une rumeur comme quoi ils voulaient racheter BlackBerry à un moment. Donc là, ils ont mis la main sur Motorola qui était plutôt calme ces derniers temps. Ils sortaient pas grand-chose en termes de téléphone. Ceci dit, comme d'habitude, l'annonce a été accueillie plutôt froidement sur les marchés financiers. L'action de Lenovo a plongé de 8% entre-temps à Hong Kong. Oui, il y avait la rumeur BlackBerry. Ouais, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé. On sait qu'ils sont à vendre de toute façon, donc il y avait HTC aussi, mais moi j'ai été surpris pour être franc.
Ouais, non, c'est clair qu'on n'attendait pas les nouveaux. Déjà, on n'attendait pas à ce que Google revende comme ça si rapidement et à ce prix-là Motorola. Mais en revanche, c'est vrai que c'est pas vraiment une surprise hein, que ce soit les nouveaux. Ils étaient sur le coup pour HTC. Enfin, la rumeur était qu'ils étaient prêts à racheter HTC. Ils étaient prêts à racheter BlackBerry. Donc, c'est un acteur qui est en train de prendre une importance de plus en plus grande, les nouveaux. Oui, ils ont beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition. Là, ils sont très forts en Chine. Enfin, dans leur pays, mais ils veulent vraiment se développer sur tous les marchés, y compris en Europe. Ils proposent déjà des smartphones d'ailleurs sur leur marque, mais qu'on n'a jamais vu ici. Et on verra sur quel système d'exploitation ils vont aller, parce que Lenovo a une bonne expérience des systèmes Microsoft. Oui. Peut-être qu'aussi ils iront sur Windows Phone. Pourquoi pas, ça pourrait être une surprise. Bon, bah alors, on reprend un peu le fil des infos. La 4G, bon, on vous en parle à peu près dans toutes les émissions, mais là, la mayonnaise semble bien prendre, puisque chacun des 3 opérateurs historiques, on va dire, a annoncé avoir franchi le cap du million d'abonnés à ce service 4G. Donc Orange, avec pas moins de 5000 antennes, de quoi couvrir à peu près 50% de la population française. SFR, qui couvre lui que 40% de la population française. Et enfin Bouygues, qui a le plus grand déploiement. Un peu plus de 60% de la population couverte. Et chacun des 3 donc a dépassé le cap du million d'abonnés. Après, à savoir si c'est des abonnés gagnés, en disant qu'ils ont souscrit sciemment à l'offre, ou si les gens qui la prennent la 4G parce que c'est compris dans leur forfait, ils se disent bon, je la prends. Et moi, j'ai du mal à saisir si les gens prennent la 4G pour faire face à des nouveaux besoins, des nouveaux usages, ou si voilà, comme si. Et toi, Xavier? Notre vision, nous, chez Nokia, c'est que l'ensemble de nos Lumia qui sont en vente aujourd'hui, soit plus de 8 références, sont toutes 4G, à l'exception du Nokia Lumia 520. Donc, si vous êtes acheté un nouveau smartphone, même dès l'année dernière, le 920 et le 820, ils sont 4G. Donc, autant profiter de la 4G. Vous aurez plus de débit, plus de vitesse. Vous pouvez avoir des plus grands écrans, afficher des pages web plus rapidement et télécharger plus facilement de la musique ou... Là d'ailleurs, il y a une vidéo où Orange met vraiment beaucoup en avant les gains, mais vraiment en comparant 3G et 4G, que ce soit on peut voir le téléchargement de vidéos. Là, on voit le streaming, par exemple, l'antenne. C'est vrai que le gain est réel à l'usage. Là, voilà, 10 heures, forcément, on télécharge 10 fois plus vite. Mais c'est vraiment ça Moi, par exemple, en tant que cadre dynamique, c'est vraiment facile de travailler en 4G aujourd'hui et de pouvoir télécharger tous ces gros fichiers PowerPoint de belles présentations qu'on nous fait. C'est un gain de temps absolument fabuleux et de qualité. Sur la visioconférence ou des choses comme ça, ou de l'audioconférence, même chose, on gagne en qualité, c'est très très appréciable. Oui, on est au même niveau que la fibre à la maison, quoi. Tout dépend de l'endroit où on se place. J'aimerais avoir la fibre, je dis ça. Mais on a, c'est vrai, de très belles qualités de débit. Et Driss, pour toi, la 4G, ça y est, c'est parti, Bah écoute, moi je t'avoue que c'est quelque chose que j'attends, ne serait-ce parce qu'à la maison, là, je suis connecté en ADSL et je peux vous dire que surtout en upload, ça rame. Pour ce qui est du mobile, oui, effectivement, comme disait Xavier, quand on est souvent en bureau mobile, si on peut dire, qu'on a des pièces jointes à ouvrir, etc., le fait que ce soit plus rapide, ou même maintenant on utilise tous notre smartphone comme modem, bah clairement la 4G c'est une plus-value, d'autant plus que maintenant c'est littéralement offert par certains opérateurs, enfin surtout les opérateurs qu'on va qualifier de low cost comme Soch ou BNU pour ne citer que. Le souci, ça reste encore la couverture. Donc bon, bah c'est un peu comme au lancement de la 3G, hein, la couverture, ça va prendre un petit peu de temps, mais effectivement, moi c'est quelque chose que j'attends, d'autant plus que j'ai un terminal compatible. Mais je pense que la couverture évolue très très vite, hein. Moi, tu sais, vous savez tous que j'habite vraiment à la campagne, et par exemple, hier, j'ai eu pendant quelques minutes la 4G à Melun. Donc, d'une journée à l'autre, vraiment, on sent qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent derrière, et la couverture vraiment s'améliore un jour après l'autre. Enfin, c'est assez impressionnant. La plupart des équipements de réseau sont modernes, donc en fait, dans certains, c'est juste changer quelques cartes, et dans d'autres, c'est vraiment aller mettre du software sur le réseau pour que ça fonctionne. Donc,
pour ça que le déploiement peut être rapide. Oui. Voilà. Après, certains sont handicapés par le fait qu'ils n'ont pas toutes leurs antennes installées, ils n'ont pas de point haut et de choses comme ça. Mais bon, c'est en train de s'installer petit à petit. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de stratégique. De toute manière, la couverture, aujourd'hui, on peut le voir ne serait-ce que dans les publicités. Tous les opérateurs, aujourd'hui, ils mettent ça en avant. Ils vous mettent d'un côté la rapidité de leur réseau, mais également leur couverture. C'est la guerre à celui qui aura la plus grande couverture. Celui qui aura la plus grande couverture. Driss, je te reconnais bien là. Alors là, par contre, pas de 4G avec Geeksphone. Geeksphone, c'est une marque espagnole de smartphone, plutôt d'entrée de gamme, et qui propose le Révolution. Alors le Révolution, qui devrait être en vente, je pense, dans les pays hispaniques en premier d'ici un mois ou deux, c'est un téléphone qui a une petite particularité, il est dual boot. Donc en gros, au démarrage, on peut choisir de le démarrer soit sous Android, soit sous Firefox OS. Pour le reste, techniquement, c'est assez classique. C'est un processeur Intel. C'est pas non plus une révolution. Alors, je sais pas, Xavier ou Driss, ce que vous pensez, vous, du dual boot sur un téléphone. Moi, j'ai du mal à saisir l'intérêt. J'ai l'impression qu'on aura toujours besoin de ce qui est sur l'autre partition, en quelque sorte. Je sais pas, c'est peut-être un téléphone pour geek fauché. C'est ce que j'aurais dit. En gros, c'est un téléphone de geek parce que il y a deux problématiques. La première, c'est au niveau de la distribution, c'est comment ils vont vendre ça. Allez expliquer aux clients lambda que vous avez un double OS. Vous à moi, on leur dit la 4G. À la rigueur, ouais, ça va les intéresser. Un double OS, à moins d'être un technophile. Et encore, même moi qui suis plutôt technophile. Et encore. Voilà, Dezio, sur un ordinateur, ça peut avoir du sens. Sur un smartphone, bon, pour s'essayer à cet OS, mais bon, voilà, on va l'essayer 5 minutes et à mon avis, à la fin, on restera sur l'un ou l'autre. Je pense. Moi, je prends l'exemple de Bootcamp sur macOS, où il est très facile sur macOS d'installer Windows, et finalement, on le fait une fois, 2 fois, et puis on le fait plus. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. À voir donc. Plus intéressant, chez Geeksphone, ils collaborent avec la marque suisse Blackphone pour faire donc le fameux Blackphone. Alors, c'est un téléphone qui est censé pouvoir lutter contre l'espionnage de la NSA. Alors, tout est crypté, on va dire. Les SMS, la voix, les mails, tout ça, ça passe par une version custom d'Android. Donc, ils appellent ça le Prevent OS. Donc, c'est vraiment bizarre, un truc vraiment de geek. Pour le coup, des choses à se cacher, je sais pas. Là, pareil, on attend ça. Normalement, le produit va être présenté officiellement à Barcelone au Mobile World Congress à la fin du mois de février. Donc voilà, est-ce que ça surfe un peu sur la vague anti-NSA, Prism et compagnie? Là aussi, pareil, je demande à voir. Parce que là, comme ça, je sais pas si toi, Driss, t'as entendu parler de ce produit? Non, pas de celui-là. En revanche, ça me fait penser à un autre produit d'un constructeur, un concepteur et constructeur français qui s'appelle EVI, EVI, qui propose aussi une solution comme ça cryptée au niveau de leur smartphone, le wallet de mémoire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines contraintes. À savoir, il faut que votre correspondant utilise le même terminal pour que les communications soient cryptées. Après, derrière ça, il faut garder à l'esprit que Android s'est développé par un consortium, et notamment par Google. C'est une société américaine et de toute évidence, il doit y avoir des backdoors, c'est-à-dire on doit laisser légalement un accès aux autorités. Donc je pense que s'ils veulent vous espionner, ils pourront vous espionner. Ah, c'est une version. Après, bon, je suis pas dans le secret des dieux, mais bon, voilà, c'est mon avis. Donc autant que vous n'ayez rien à cacher. Voilà. Un petit peu de paranoïa peut-être aussi. Alors, pour terminer cette séquence actu qui est un peu longue, mais c'est comme ça, on s'adapte, il y a Kazam Kezako. Alors, Kazam, c'est une nouvelle marque de smartphone Android, donc plutôt, là aussi, entrée limite milieu de gamme. Au départ de cette aventure, il y a des anciens de HTC, et qui lancent donc pas moins de 7 nouveaux modèles, dès la fin du mois de février, dans les enseignes classiques Carrefour et Discount, en particulier pour les plus connus. Donc, alors ça peut sembler bizarre, c'est vrai, encore une marque, parce qu'en France, on connaît Wikio, on connaît plein d'Evi, dont parlait Driss dans ce segment de marché.
Donc, comment ils vont se distinguer? Bon, la marque est dense au sens il y a toutes les tailles d'écran. On va du 3,5 au 5,5 pouces. Il y aura un modèle 4G à moins de 200 €. Mais voilà, ils veulent se distinguer avec un SAV vraiment béton où les gens ont un numéro, une personne à appeler. Là, pareil, un acteur de plus. Je pense que comme ça, c'est pas gagné d'avance. Le marché est encombré. Je sais pas si Xavier. Il y a des marques bien installées, depuis des années installées. Connues et reconnues. Qui aussi savent faire des petits mobiles pas chers ou des petits smartphones pas chers maintenant. Donc on verra bien. C'est l'intérêt de ce marché, c'est qu'il est toujours en ébullition, qu'il y a plein de choses qui se passent. On l'a vu dans les news. Et on le voit dans les nouveaux produits maintenant. Après, la part de linéaire, elle est compliquée en magasin. Il faut savoir s'installer. Donc, une marque comme Nokia a peut-être plus de chances de s'installer et d'être visible du grand public. Je ne sais pas si Driss, lui, croit un peu à l'aventure. En fait, faut savoir quelque chose, c'est qu'au niveau des ventes, c'est là que se trouve le cœur du marché. Tout ce qui est entrée de gamme, on appelle ça low cost. C'est un nom un peu bâtard, mais finalement, moi j'avais réalisé une interview d'un constructeur qui nous disait ça de low cost, c'est low cost au niveau du prix, mais en termes de fonctionnalité, c'est plus du tout low cost. Et au niveau des volumes, ce qui se vend en magasin aujourd'hui, c'est ce type de produit. Donc effectivement, on dit que le marché est très encombré, mais finalement, toute évidence, s'ils se lancent, je pense qu'ils ont dû faire des études de marché, ils comptent en vendre quelques-uns. Si je ne m'abuse d'ailleurs, Xavier, chez Nokia, vous aussi, la meilleure vente, c'est le Lumia 520, je crois, ou le 620. 520 sur un smartphone qui aujourd'hui est à 149 € TTC, utilisant Windows Phone 8. Voilà, donc c'est là que se trouve le cœur du marché. Après, je n'ai pas regardé exactement la gamme, je ne sais pas ce qu'ils ont en milieu haut de gamme, mais oui, pourquoi pas. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple le Moto G de Motorola qui est à 169 € aussi. Donc à moins de 200 €, il y a des grandes marques présentes. Nokia, Motorola et d'autres. Donc c'est courageux en tout cas. C'est surtout ça le problème. Aujourd'hui, vous allez aller en magasin, le vendeur vous dit voilà, Kazam c'est très très bien, etc. Faut quand même savoir que on aura toujours cet effet de marque. Les gens seront toujours plus rassurés si je vous dis Motorola ou si je vous dis Nokia. Je veux dire Nokia, ça parle aux gens très clairement. Donc c'est vrai que là, il y a quand même du boulot. Nokia, ça a été le premier téléphone de beaucoup de gens, je pense. Oui, et regardez, même dans l'accord que l'on n'a pas encore signé avec Microsoft a décidé de garder la marque Nokia sur ce qu'on appelle les mobile phones, les petits téléphones d'entrée de gamme pendant plusieurs années. Oui, la marque, c'est encore la marque. Ça me paraît logique. Enfin, je veux dire, ce serait ridicule d'abandonner une marque qui est connue et reconnue pour essayer d'en installer une autre. C'est vrai que historiquement, aujourd'hui, Nokia, il y a le fait historiquement, mais aussi Nokia bénéficie encore, là, Xavier, je vais te faire plaisir, mais d'une aura. C'est vrai qu'on a toujours le souvenir de son Nokia incassable, d'un téléphone de qualité qui plantait pas. Donc ça, pour le coup, c'est vrai qu'il faut garder aussi la marque et profiter de la force de sa marque. Tout à fait. Merci Driss. Il est sympa, Driss. Non, pas vraiment. C'est objectif, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Non, mais bon, voilà, je vais pas les dénigrer certaines marques, mais là, en l'occurrence, moi, je vois mon père qui s'y connaît pas trop en technologie, je lui dis Nokia, il connaît. Et forcément, il va être assuré par la marque. Ok, nous avons fini avec les actus. On va attaquer un peu notre premier dossier, notre premier sujet. C'est nos coups de cœur du CES qui donc a fermé ses portes début janvier, mais on ne pouvait pas passer à côté. Donc on va faire une petite pause, on se retrouve dans une seconde pour ce sujet. Oui, le CES. Alors, il y avait des centaines et des centaines de produits présentés. Donc il faudrait faire une mission, je pense, de 3 jours, mais je suis pas sûr qu'on puisse tenir l'antenne 3 jours. Alors, on va se faire livrer des pizzas, on peut tenir l'antenne 3 jours. On me dit, ok. Bon, on a essayé d'aller au plus rapide. On a retenu donc chacun quelques produits. Alors, je vais commencer, après tout. Laurent avait qu'à être là. Moi, j'ai adoré le Sony Xperia Z1 Compact que j'ai là. Voilà, je le montre. Je le mets à côté d'un iPhone sciemment. Parce que enfin,
un Android haut de gamme, pas trop gros. Pour ainsi dire, c'est le Z1, donc le même processeur ultra rapide, 4 cœurs à 2,2 GHz, même appareil photo 20 mégapixels, mais un écran beaucoup plus petit, donc on est à 4,3 pouces. Donc là, l'iPhone, lui, en 4 pouces à côté, ne fait pas minuscule à côté. Enfin, voilà, ça va, c'est à peu près comparable. Et moi j'aime bien, voilà, parce que les gros téléphones, il n'y a pas que ça dans la vie. Il est 4G ? Non. Il est 4G, oui. Il est 4G, ouais. Moi, c'est vrai que j'avais bien aimé le Z1, mais le principal défaut que je lui trouvais, c'était sa taille. Parce que Sony, pour intégrer ce capteur de 20 mégapixels, il fallait de la place, et donc on avait un châssis qui était vraiment trop gros, malgré le fait que l'écran soit pas gigantesque au regard de la taille du boîtier. Donc là, pour le coup, c'est vrai que j'attendais typiquement ce type de terminal. Oui, je pense qu'il y a vraiment un marché là-dessus. Après, et en plus, par rapport aux Z1, il y a plusieurs couleurs disponibles. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, des couleurs un peu féminines, des couleurs acidulées un peu plus jeunes, on va dire. Et le fait d'avoir... Et il conserve aussi les qualités au niveau étanchéité, résistance à l'immersion. Enfin, donc c'est vraiment le Z1 en plus petit. Donc voilà, avec surtout le super appareil photo 20 mégapixels. Donc voilà, c'est un de mes coups de cœur du CES, où il n'y avait pas beaucoup de smartphones parce qu'il y a le Mobile World qui enchaîne assez vite derrière. Autre coup de cœur que j'ai eu, en fait c'est pas mon coup de cœur pour tout vous dire. J'ai l'exclusivité du coup de cœur de Marie Siolfi, de l'émission Andromag, qui m'a dit surtout, mon coup de cœur moi du CES, il faut que t'en parles. C'est un coup de cœur en plus français, c'est le fameux petit Dune de Netatmo. Alors je sais pas si, je crois que j'ai une vidéo qui va vous montrer concrètement ce que c'est. Alors voilà, c'est un bracelet, on va dire connecté, qui ressemble vraiment à un bijou pour le coup, là aussi disponible en plusieurs couleurs, qui permet aux dames, mais peut-être aussi aux messieurs, de gérer leur exposition au soleil. Donc on rentre en gros le type de peau qu'on a, si on est plutôt blond, si on est plutôt brun, et comme ça on évite tous les problèmes liés au mélanome, enfin ce genre de trucs. Et c'est vraiment un beau produit, innovant, français et beau. Je sais que Driss, t'as pas trop besoin de ça, toi, tu bronzes assez vite. Mais non, moi ça va, j'ai la peau très mate, mais c'est vrai que le concept est rigolo. Moi quand je l'ai vu au CES, parce que j'ai eu la chance de partir sur le salon à Las Vegas, c'est vrai que c'est un beau produit. Pour le coup, on n'a pas l'impression d'être en face d'un produit high-tech. On dirait un Swarovski, tu sais, les bijoux fantasy, les bijoux Swarovski. Et l'intérêt, c'est également donc mesurer l'exposition, mais également faire en sorte de ne pas être brûlé, d'éviter les coups de soleil, ce qui peut te servir à toi, Greg, hein, si tu as la... Non, ça va. Je te rappelle que je suis vietnamien. C'est joli, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, justement, tiens. Mais c'est vrai que c'est un beau produit, là, pour le coup, et on reconnaît bien la Marie, hein, qui aime tout ce qui est beau. C'est vrai. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié. Là aussi, c'est français. Et je crois que même c'est un triple coup de cœur. Mon coup de cœur, on commence par soi, c'est pas très poli, mais bon. C'est le coup de cœur aussi de Xavier. Et c'est aussi le coup de cœur de Laurent. C'est les deux produits qu'a présenté Parrot. Donc le Sumo et le drone mini. Le Jumping Sumo, ouais. C'est bizarre d'associer Sumo et Jumping en plus. Et donc, c'est deux produits connectés. Donc, le Jumping Sumo, c'est un robot, on va dire, piloté avec son smartphone via Wi-Fi. Un robot avec des roues gavées de capteurs qui peut bondir à plus de 80 cm, qui va partout, hyper vif, hyper maniable. Et c'est un peu la même chose pour la version mini du drone, où c'est beaucoup plus petit et qui permet là aussi de voler à l'intérieur. On peut lui adjoindre des roues amovibles, donc qui lui permettent de rouler sur les murs, sur le plafond. Enfin, c'est vraiment des beaux produits originaux, français. Moi, j'adore. Moi, je voudrais passer un petit message à tous ces créateurs d'objets connectés. C'est n'oubliez pas de développer ce Windows Phone, parce qu'aujourd'hui, on a une belle part de marché, notamment sur le marché français, et des applications cool pour faire fonctionner tous ces outils connectés, ça serait génial. Il y a déjà le casque, je crois, de Parrot. On a déjà le casque avec Parrot, on est en train de discuter avec eux, mais il y a tous les autres aussi. Ouais.
Et je pense que Windows Phone est vraiment la troisième plateforme et qu'il ne faut pas oublier oui. de développer pour ces objets connectés. Donc venez nous voir. Oui. Driss, toi, tu as eu la chance de jouer un peu avec au CES? Alors oui, bah écoute, c'est vrai que c'est super sympa, hein. Ça sert à rien, mais on en veut un. C'est pas clair. Ouais, c'est un jouet. Alors le jumping sumo, c'est vraiment rigolo. Ça va partout, ça roule, on s'éclate, on redevient un grand gamin. Et pour ce qui est du drone, ce que j'aime bien par rapport à l'ancien, c'est outre le fait qu'il soit un peu plus compact, c'est ses roues. Tu vois, les deux roues amovibles dont tu parlais. C'est vrai qu'en général, quand t'as pas beaucoup d'expérience pour faire voler ton drone, tu vas heurter le plafond ou quelque chose comme ça ou un mur, et ton drone il finit par terre. Tandis que là, avec les roues, finalement, il continue à voler. Donc il y a un côté protection, ça facilite le pilotage et puis tu peux rigoler à le faire rouler sur le plafond. Enfin, c'est complètement délirant, quoi. Donc ouais, pour le coup, c'est vrai que Parrot a encore fait l'événement au CES. Ils avaient un très grand stand, ce qui est rare pour une société française, faut quand même le noter. Ouais, et c'est vrai que on est assez dans le cocorico aujourd'hui, mais ça n'a pas de mal à se faire du bien, moi, je pense. Non, surtout que c'est vrai que c'est une belle réussite et encore une fois, ce sont des produits fun, donc c'est sympa, c'est vraiment très sympa et c'est vrai qu'on a envie de pousser ce genre d'innovation, ce genre d'initiative. Tout à fait. Alors Laurent, lui aussi, m'a laissé un petit mail avec 2 produits qu'il a vraiment adoré également au CES. Alors le premier c'est alors je sais pas si tout le monde voit ce que c'est l'Intel Edison SD. Là, il y a une petite vidéo. Je pense que le CEO, voilà, il va vous montrer exactement ce que c'est. C'est une carte SD. Oh, mais dans cette carte SD, il y a un véritable ordinateur, donc complet. Processeur, le Bluetooth, le Wi-Fi, un OS, en l'occurrence un Linux. Là aussi, moi j'ai un peu de mal à imaginer à quoi ça sert, pour être tout à fait franc, mais la prouesse technologique, elle est là. Driss, pareil, je pense que tu as dû voir le produit plus près que moi. Pourquoi c'est faire l'usage premier, c'est quoi? Les produits connectés, les robots, enfin. Alors en fait, Intel a une division aujourd'hui qui travaille sur justement tout ce qui est produits connectés. Il y a tout un tas d'innovations qui sont prévues. Donc là, c'est surtout une performance pour montrer ce qu'on est capable de faire en termes de miniaturisation et également de consommation, de basse consommation. Et donc voilà, c'est surtout ça. Le but, c'est la performance. C'est vrai qu'on va pas nous vendre aujourd'hui un ordinateur qui fait cette taille, pas encore tout du moins. Mais il y a tout un tas de produits connectés, les gens d'Intel nous en ont parlé et on devrait voir pas mal de choses sur ce marché-là cette année et l'année prochaine. Mais le produit ne va pas sortir sous cette forme, c'est juste un concept. Je t'avoue que là je ne sais pas, je ne pense pas, j'ai pas d'informations sur le sujet. Intel revend à des tas de constructeurs, donc ça pourrait être dans un frigidaire, ça pourrait être dans une voiture, ça pourrait être... Voilà, oui, c'est ça. Hein. Je sais qu'il nous avait parlé d'une veste connectée. Tu vois, il y a tout un tas d'applications et tu as besoin de plusieurs choses dans ces objets connectés. Tu as besoin d'une batterie, tu as besoin d'un processeur et tu as besoin parfois aussi d'un afficheur, enfin d'une carte graphique. Donc voilà, là typiquement, s'ils sont capables de faire ça, faire tenir un ordinateur sur l'équivalent d'une carte SD, on peut imaginer un peu tout et n'importe quoi en termes d'applications pratiques. Ouais, donc à l'intérieur c'est leur nouveau processeur et c'est un double cœur en plus. Enfin, je veux dire, on a mal imaginé ça il y a encore 2-3 ans. Enfin, c'est assez hallucinant. Laurent, un dernier coup de cœur. Alors celui-ci est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus cher, je pense. C'est la 5e génération d'une imprimante 3D de la marque MakeBot. Et pas MakeBot, donc par rapport à MakeBot, pardon. Par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est un produit beaucoup plus fini, beaucoup plus facile à utiliser, toujours cher, mais ça va dans le bon sens. L'imprimante elle est connectée, c'est beau, c'est un beau produit et ça ressemble pas aux espèces de mécano de la plupart des imprimantes 3D actuelles. Et je crois que, Driss, toi qui étais à Las Vegas, tu as quelques produits coup de cœur, notamment un produit français qui est bien pour l'hygiène buccale, je crois. Oui, alors attends, juste un mot. C'est vrai que les imprimantes 3D aujourd'hui, il y en avait pas mal sur le salon. Bon, moi, je suis pas très client de ce type de produit-là, mais c'est dire, ça prend une importance de plus en plus grande.
Alors oui, pour ce qui est des produits, bon, encore une fois, les Français, il y avait tout un hall. D'ailleurs, la ministre Fleur Pellerin était sur place pour voir toutes les startups françaises. Et là, en l'occurrence, c'est une petite boîte qui s'appelle Colibri qui nous fait une brosse à dents connectée. Alors vous allez me dire, une brosse à dents connectée, à quoi ça sert? J'ai déjà ma brosse à dents avec le timer, etc. Bah là, l'idée, c'est de vous aider à avoir un brossage qui soit un peu plus efficace. Vous allez avoir une application qui est liée, donc qui est connectée à la brosse à dents et qui va vous indiquer les zones de brossage que vous avez négligées, qui va vous dire si votre brossage est efficace ou pas. Et qui va également, si vous voulez, pour toute la famille, créer des jeux de sorte à ce que vous pouvez vous lancer des défis, je sais pas, avec vos enfants, etc. et rendre le brossage un peu plus ludique. Donc ça s'appelle Colibri et ça devrait sortir à la rentrée, au mois de septembre de cette année. Les prix, que je ne vous dise pas de bêtises, je crois que ça commence à 100 € de mémoire, mais ce sera vérifié. D'accord. Donc c'est un vrai produit qui va sortir, pas un truc de démo de salon. Oui, c'est un vrai produit. Non, c'est un vrai produit qui va sortir. Là, ils sont en train de chercher des distributeurs et ça fonctionne. Donc non, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir arriver. Il y a eu plutôt un bon accueil au niveau du CES là encore sur cette brosse à dents connectée Colibri. Là, en l'antenne, on a pu voir une vidéo que tu as filmée toi-même où tu interroges une personne du stand. Une vidéo, on remercie l'Argus du mobile d'ailleurs, de nous avoir permis de la diffuser ce soir. J'imagine que ils vont pas s'arrêter là. Ils ont commencé à évoquer d'autres petites nouveautés ou. Alors non, en fait, il y aura deux versions de la brosse à dents pour le moment. C'est ce qu'ils nous annonçaient. Donc il y a une version de base, une version qui sera un petit peu plus élaborée. D'accord. Faut garder à l'esprit que c'est une petite start-up. Hein. C'est une bande de jeunes bien motivés, qui ont de bonnes idées. Après, il faut que ça marche au niveau. C'est toujours la même chose. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission. La distribution, faut vendre, faut que le produit marche et faut que le public soit au rendez-vous. D'accord. Et je crois que tu as aimé aussi mon produit Asus. Donc là, pareil, on va avoir une vidéo que tu as filmée toi-même, toujours avec l'Argus du mobile. C'est quoi ce produit de chez Asus qui t'a vraiment plu? Alors là, c'est le Padphone Mini. Bon, tu te souviens du Padphone, hein, en deux mots, le concept, le Padphone, c'est d'un côté, j'ai un téléphone de 5 pouces, de l'autre côté, j'ai une tablette de 10 pouces. J'utilise mon téléphone normalement, hein, c'est un téléphone Android, et quand je le glisse dans la tablette, comme on peut le voir là à l'image, en fait, on se retrouve donc avec une tablette. C'est pas seulement un zoom hein, sur l'écran, hein, c'est vraiment une tablette Android à part entière, pour le coup, qui profite de la 3G ou de la 4G en fonction de si vous êtes en zone couverte. Donc là, l'idée d'Asus, c'est de vous dire, au lieu d'avoir un téléphone de 5 pouces dans une tablette de 10 pouces, on va vous faire un téléphone de 4 pouces dans une tablette de 7 pouces. Aujourd'hui, les tablettes de 7 pouces, ça marche vraiment bien, c'est ce qui se vend. Donc voilà, Asus a eu la bonne idée de miniaturiser le concept du Padphone. Il y a une autre chose aussi qu'ils ont faite avec ce nouveau modèle, c'est qu'il a une nouvelle interface Zen UI avec tout un tas de fonctionnalités. Bon, je vais pas tout vous décrire, hein, je crois qu'ils nous ont dit qu'il y avait quelque chose comme 200 nouvelles fonctionnalités. Donc là, je vous renvoie sur l'Argus du mobile où il y a la vidéo où on vous décrit un petit peu tout ça. Donc voilà, c'était le coup de cœur, c'est un petit produit bien sympa, c'est un 2 en 1. Et j'essaie de vous retrouver le prix. Non, je ne l'ai plus, mais c'est en plus abordable. Si je l'ai, 299 €. Donc pour le téléphone et la tablette. Donc pour le coup, c'est quelque chose. Pas cher. Ouais, c'est pas cher. Et puis voilà, vous avez une tablette de 7 pouces quand vous êtes à la maison, quand vous voulez un écran un petit peu plus grand. Et puis quand vous êtes en situation de mobilité, vous reprenez votre téléphone, votre smartphone. D'accord. Et il sera possible, comme le grand modèle, d'acheter que le smartphone? Faudra vérifier. Je t'avoue que là, je ne sais pas. Non, tu me poses une colle. Merci Grégory. En tout cas, ce sera disponible à partir du mois d'avril. Merci. Merci. On va essayer de. Alors, j'ai envie de vous parler d'une petite appli iOS vraiment étrange. Cette appli s'appelle WinMinute. Elle est tellement étrange qu'il y a une petite vidéo faite par les développeurs, parce que j'ai dû la regarder 3-4 fois et essayer l'appli pour comprendre à quoi elle servait. Donc normalement il y a une petite vidéo. Manager marketing ou vente, la
qualité d'exécution des actions terrain est un vrai problème. Une étude américaine l'a récemment démontré. Vos ventes peuvent en souffrir. Pour contrôler cette exécution terrain, il n'y a actuellement pas de solution rapide, fiable et pas chère. C'est pour cela que nous avons créé WinMinute. Nous aidons les marques et les enseignes à contrôler l'exécution de leurs actions terrain en temps réel pour les piloter en temps utile. WinMinute, c'est d'abord une communauté de consommateurs capables de se déployer très rapidement sur un grand nombre de points de vente dans toute la France. Les Winotes sont rémunérés pour récolter les informations qui intéressent votre entreprise. Pour devenir Winote, il leur suffit de télécharger gratuitement l'appli WinMinute et de se connecter. Les Winotes sont automatiquement géolocalisés. Les missions à effectuer autour d'eux apparaissent sur l'appli pour qu'ils sélectionnent celles qui les intéressent. Donc, alors l'appli, elle est là, je l'ai installée. Alors on va basculer la caméra sur, voilà. Si j'ai bien tout compris, je suis patron et j'ai une société où j'ai des gens sur le terrain, par exemple des animations dans les grandes surfaces, où on embauche souvent des étudiants, ou des gens qui distribuent des flyers, des choses comme ça. L'idée, on est proche de la délation, c'est de créer une communauté qu'ils appellent les Winotes, qui va rapporter en temps réel si les gens font bien leur travail. Voilà, donc je passe au champ de Damary Lélis, je dis ça comme au pif, et je vois que l'animateur qui est censé être présent à son poste n'est pas là. Et je peux le signaler quelque part à son patron. Alors je trouve ça vraiment bizarre, moralement étrange, mais pour le coup c'est une appli vraiment originale. Et bien sûr, les gens qui dénoncent ont une rémunération. Donc moralement, moi je sais pas ce que vous en pensez. Alors, moralement, elle est peut-être un peu border, mais il faut savoir quand même que toutes les grandes entreprises font des visites mystères sur les points de vente, que ce soit leurs points de vente ou des points de vente de distributeurs, et qu'on vérifie si les PLV sont là, si les promos sont en place, si l'animateur est bien là, de manière en visite mystère. Donc c'est un peu de la délation quand même comme système pour faire du reporting. Ouais, et rémunéré, c'est qui est encore plus gênant. Enfin, rémunéré en plus derrière. Driss, tu connaissais cette appli ? Non, je connaissais pas cette appli. Par contre, je peux parler d'expérience de système où on rémunère les utilisateurs pour avoir travaillé dans une petite start-up qui faisait ce genre de choses. Hein. Vous utilisez un service et derrière vous êtes rémunéré. Comme beaucoup, ils ont mis la clé sous la porte. Donc tout ça c'est conditionné au nombre d'utilisateurs. Les utilisateurs, eux, l'utiliseront si la rémunération est à hauteur. À mon avis, ça doit pas aller très loin. Donc je suis pas très convaincu. Tu vois, tu m'avais vendu le produit avant de me dire, avant de nous montrer tout ça. Je me suis dit qu'est-ce que ça va être. Moi c'est moralement qu'elle me gêne. Hein. Enfin après c'est. Ouais, après bon, je pense pas que c'est le genre d'appli que je téléchargerais. Désolé. Moi non plus. Mais c'était pour la montrer aux gens parce que pour le coup elle est unique. Alors on va attaquer après un gros sujet, mais avant ça une petite respiration vidéo. Et nous voilà de retour et on va parler d'Android. Alors au CES donc, j'avais promis de ne plus en parler. Gartner a dévoilé ses prévisions pour les années à venir, les 3 années à venir. Et ils ont annoncé donc que Android serait vendu sur 1,1 milliard de produits en 2014. Après, ça va continuer de monter de 1,2 milliard en 2015, etc. Derrière ça, alors ils ont regroupé les OS parce que Android aujourd'hui est partout, dans des baladeurs multimédia, dans les smartphones, les tablettes, des autoradios, des jouets, enfin bref. Donc eux, ce qu'ils ont dit, on va regrouper Windows 8 et Windows Phone 8, iOS et macOS. Pour pouvoir, en gros, faire une notion plus globale. Ouais. Et l'écart se creuse vraiment, on va dire, entre les plateformes. Windows Phone et Windows 8, donc le duo, est bon, lui, vraiment deuxième, bien établi devant le côté Apple. Et bien sûr, ce qui est marquant en 2014 et 2015 et les années à venir, c'est qu'il y a beaucoup de place pour les autres. Grosso modo, BlackBerry, bon voilà, on sait que c'est en perte de vitesse. Samsung Tizen, Firefox OS, Ubuntu, tous ces OS un peu nébuleux, dont on entend parler dans les salons uniquement, mais qu'on a du mal à voir en concret. Pareil, stagnent ou disparaissent même pour certains. Donc en gros, c'est Google
et les autres, et le reste du monde. Donc, toi, Xavier, bon, qui est vraiment partie prenante de cette future bataille peut-être, comment tu vois l'avenir? Est-ce que Google va continuer à croître et... Alors, moi, je me prononcerai pas sur les chiffres parce que je suis pas un expert du marché mondial, je travaille uniquement sur la France, mais on voit bien quand même qu'il y a 3 grandes solutions qui sont au départ américaines, hein, que ce soit chez Microsoft, Apple ou Google. Nous, vous savez qu'on sommes en train d'être achetés par Microsoft, donc on est tout à fait sur cet écosystème et on développe des solutions pour que l'on soit sur les 3 environnements, que le système Windows se retrouve à la fois sur une Xbox, au moins dans leurs interfaces, se retrouve sur une Xbox, sur une tablette, sur un PC et sur un Windows Phone, et qu'on ait une interopérabilité des services. Je pense à Skype, je pense à SkyDrive. Après, ça va être un équilibre. Je pense qu'il y a une notion très importante qu'il faut que le consommateur final garde en tête, et le consommateur en entreprise garde en tête, c'est la sécurité. La sécurité de ses données, la sécurité de ses identifiants. Et là, honnêtement, personnellement, je ferais plus confiance à Microsoft que sur d'autres solutions citées précédemment. Toi, Driss, tu vois l'évolution comment ce côté poids lourd et omniprésent, est-ce que ça finalement ça lasse pas les gens? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça peut se retourner? Écoute, on peut faire un parallèle avec le monde du PC, hein, très simplement, où Windows est archi-dominant, avec macOS qui suit derrière, Unix, etc. Ce qu'il y a d'intéressant, il y a plusieurs choses. C'est d'abord de se dire que le smartphone a réussi à dépasser ce qu'on appelle le feature phone, les téléphones classiques. Donc ça, c'est arrivé l'an dernier, hein, si je ne m'abuse. Il se vend maintenant plus de smartphones. Là, il y a un autre chiffre intéressant qu'on a eu cette semaine, c'est qu'il y avait plus d'1 milliard de smartphones qui avaient été commercialisés dans le monde. Au niveau des OS, maintenant, c'est vrai que Android, c'est le poids lourd. J'ai aussi sous les yeux une étude du cabinet Strategy Analytics, hein, qui le place en premier. Donc aujourd'hui, au niveau mondial, c'est Android qui domine, suivi par iOS, suivi en 3e par, je vous le donne en 1000. J'espère Windows Phone, non, pas encore. Non, elle est facile. Si, selon SA, c'est justement Microsoft avec Windows Phone qui se positionnerait en 2013 en 3e position avec c'est quoi? Ce sont des millions d'unités, 35 millions d'unités. Donc Android reste dominant. C'est vrai que le système reste décrié, notamment au niveau des développeurs qui qualifient le système de passoire et d'usine à gaz. C'est vrai que c'est un système ouvert, donc c'est pas forcément le plus simple, hein. On voit aussi avec Windows sur PC, qui est souvent, on se plaint que Windows sur PC plante, etc. Donc il y a ce souci-là de temps en temps également avec Android. Après, c'est vrai que ça a été adopté par pas mal de constructeurs. Bien d'ailleurs, Xavier, il y avait même une rumeur comme quoi Nokia était en train de tester un smartphone sous Android. Tu as un commentaire là-dessus? Jamais les rumeurs, c'est fait partie de la politique de la maison. Et on a toujours dit qu'on avait regardé Android dans la phase de choix du nouvel OS, donc peut-être qu'on a regardé les téléphones sous Android. C'est vrai que la rumeur devient... Normalement, on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais bon, on verra. On verra. Notre prochain grand rendez-vous est au Mobile World Congress le 24 février à 8h30 du matin. Donc je vous invite à être soit avec nous sur le stand à Barcelone, soit en direct sur nokia.com/events où vous pourrez suivre le webcast. D'accord. Et puis 8h30, c'est pas trop tôt, Driss, c'est bon? Écoute, on n'est pas là-bas en vacances, hein, puis vu que la météo est un peu fraîche quand même au mois de février à Barcelone, on sera au chaud au niveau du stand de Nokia. Je pense que Xavier sera là pour nous accompagner pour nous accueillir avec un jus d'orange. Et l'année dernière, c'était le meilleur stand du salon, faut qu'on le dise. Toujours un stand très convivial. Cette année, c'est Under the Tree, sous l'arbre. Wow. Alors que l'année dernière, c'était à la maison. Je crois qu'on a l'exclu la thématique du stand. Merci Xavier, cette exclu. Xavier, je crois que tu es le mieux placé pour nous parler un peu d'appli Windows Phone et que tu en as eu une ou deux à nous montrer, que tu apprécies vraiment beaucoup. Et si tu voulais nous partager. Tout à fait. Les applications Windows Phone, aujourd'hui, on a passé le cap des 200 000 applications. Il y en a plein de nouvelles sur le marché français. On commence à vraiment avoir toutes les applications de toutes les télévisions, par exemple BFM TV, TF1, M6, on a aussi MyCanal, donc
par exemple, cette offre-là, elle est complète. Une petite dernière, et pour parler d'actualité, la semaine prochaine, qui est la première semaine de février, on va lancer des news très intéressantes autour d'Ear Transit. Donc, je vous invite à réactiver Ear Transit et l'utiliser, notamment pour les Parisiens, pour vous déplacer en transport en commun. C'est vraiment très facile. On choisit ses destinations et Ear Transit vous calcule comment se déplacer en transport en commun. D'accord. On va croire que je suis payé par Nokia, mais je dois avouer que ça, c'est une application qui m'a vraiment attiré sur Windows Phone. Transit, c'est vrai que c'est super pratique, ça marche très très bien. Autre chose, encore une fois, non, je ne suis pas subventionné par qui que ce soit, mais c'est vrai qu'il faut quand même noter le travail qui a été réalisé par Microsoft pour nouer des partenariats, pour promouvoir Windows Phone. Je me souviens qu'il y a un an encore, on critiquait le fait qu'il y ait des applications comme Dropbox ou Instagram qui étaient toujours pas disponibles sur le système. Bah maintenant, elles le sont. Donc c'est vrai que il y a peut-être pas autant d'applications que sur les autres systèmes. Mais en tout cas, les applications incontournables sont là, et je pense que ce sont des applications de qualité. Voilà, et quand vous choisissez un smartphone, c'est quand même aussi ça qui compte, c'est de savoir si les applications que vous aimez, que vous utilisez, sont disponibles. Et donc, ce gap entre Windows Phone, Android et iOS est en train de se combler, ce qui est intéressant quand même. Alors moi, j'ai un truc très simple, parce que je pense que c'est une idée reçue. Moi, je montre mon iPhone, j'ai mes applis. Elles sont aussi sur Windows Phone. Il y a c'est rarissime une appli que je n'ai pas, ou au moins l'équivalent, ou voire la même, qui n'est pas disponible sur Windows Phone. Surtout maintenant, il y a Instagram, enfin, il y a vraiment toutes les applis, on va dire, les plus connues et les plus téléchargées. Un petit chiffre que l'on a en interne, que je vais donner ici publiquement, c'est sur les 50 applications les plus téléchargées sur Android ou sur iOS, 46 sont sur Windows Phone. Donc voilà, il nous reste un cap de 4. À combler. Faut pas avoir une des 4 alors, hein. Faut pas utiliser l'une des 4. C'est 4 alors. J'ai pas la liste des 4, mais voilà, le gap il est pas si énorme que ça, et donc vraiment on arrive à trouver l'application qui nous rend le service dont on a besoin. Oui, que ça soit en banque, que ça soit en transport, et que ça soit en fun ou en divertissement. Ouais. Et puis il y a beaucoup d'applis franco-françaises, on va dire. Là, on voit que tu travailles bien. Tu vois. Tout le monde travaille bien, on travaille très bien avec les équipes de Microsoft qui sont nombreuses à Paris. Nous aussi, notre équipe qui gère les développeurs travaille beaucoup également sur le développement d'applications. D'accord. Donc, c'est vrai en un an, il y a eu de gros progrès qui ont été réalisés. Moi, il y a un an, j'étais encore en train de pester sur l'absence de... je l'ai cité tout à l'heure, Dropbox, parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans le cadre du travail sur les différentes plateformes. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est disponible sur Windows Phone également. D'accord. Et là, je pense qu'on va continuer notre fil avec non plus des applis Windows Phone, mais le gros sujet du moment, tous les opérateurs ont réagi tour à tour, c'est le roaming. Le premier à frapper, ça a été Bouygues, qui a annoncé que à partir du 24 février, dans les forfaits Sensation, donc c'est leur gamme de forfaits qui débute autour de 30 €, il y avait dedans les communications et les SMS et Internet mobile depuis l'Europe et le DOM. Pareil chez Orange, qui a réagi un peu plus tard avec des produits qui commencent à 25 €, pareil, le même produit, les mêmes choix, qui montent jusqu'au super forfait Origami Jet 10 Go, qui est un forfait à 60 € par mois quand même, où là on a en plus les communications vers les US, Internet mobile vers les US. Alors ça y est, les opérateurs semblent enfin avoir compris que ça freinait les gens, ce coût prohibitif du roaming quand on est à l'étranger, y compris quand on est à l'étranger, un pays voisin, je veux dire, pas à l'autre bout du monde. Xavier, je pense que tu sentais chez les gens, surtout pour l'internet, je pense. Oui, on avait pas mal de commentaires sur le roaming. C'est vrai que les tarifs étaient un petit peu élevés, et quand vous recevez le SMS 2 minutes après être posé sur un sol étranger, vous avez déjà dépensé 25 € de data. Il y a une chose qui est aussi très intéressante, c'est que la plupart des smartphones, et en particulier les Lumia, aujourd'hui arrivent très bien à capter les réseaux Wi-Fi et arrivent à s'authentifier automatiquement sur les réseaux Wi-Fi. Les dernières mises à jour de différents téléphones permettent de le faire, et donc ça c'est aussi un plus pour le consommateur final qui aujourd'hui, en rentrant dans un Starbucks, un McDo, peut récupérer facilement ou se connecter facilement à des réseaux Wi-Fi. En tout cas, moi je suis vraiment content de ça, parce que c'était vraiment un produit. Pour tout dire, j'ai eu une expérience malheureuse, une petite semaine en Corée avec 4 000 € au bout du compte,
Et maintenant, ce que je faisais, j'achetais une SIM locale à chaque fois. Donc, je pense que Driss, qui est un grand voyageur devant l'éternel, apprécie aussi. Bah, c'est quelque chose. Faut savoir une chose, hein, c'est les opérateurs font pas non plus ça, pas de bonté de cœur. C'est une demande de l'Union européenne que ces tarifs de roaming soient régulés. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est très très bien. Après, il y a encore des limitations. J'en veux pour preuve que c'est par exemple limité à 35 jours. Pour ce qui est de l'offre de Bouygues Télécom, pour ne citer que. Mais bon, c'est encore là pour le coup, ça va dans le bon sens. C'est très bien. Maintenant, on a les appels en illimité, y compris sur les offres low cost sur Internet. Je crois que c'est Soch le premier qui a proposé partout en Europe les SMS. Maintenant, les communications viennent. Maintenant, on a également, c'est vrai, la 3G, voire la 4G. Donc, c'est bien, on va plus être obligé de couper sa connexion de peur d'avoir une facture bien salée au retour en France. Voilà, moi, je suis vraiment... ça va vraiment dans le bon sens, c'est clair. Surtout, comme tu dis, le data, qui était hors de prix, on va dire. Alors, on va passer au test. Alors, moi, le premier produit que j'ai testé pour cette émission, c'est le Lumia 1320. Donc, qui est une phablette, qui on peut présenter brièvement pour dire que c'est la petite sœur du 1520 dont on vous a déjà parlé. Donc là, elle est là, hop, devant nous. On peut mettre l'autre à côté. Voilà, à côté vous avez donc le 1520. Donc forcément, le prix n'est pas le même. Donc Xavier, tu peux me confirmer les prix? Alors c'est un produit qui va arriver première semaine de février en France et qu'on lance au tarif exceptionnel de 299 €. C'est un mobile qui a un grand écran 6 pouces, qui est 4G et qui va répondre à beaucoup de besoins en matière de productivité au travail, mais aussi en matière de divertissement et d'usage en mode GPS, comme je vous ai montré à l'instant. Donc c'est un bon compromis. Alors on n'a mis qu'un capteur de 5 mégapixels, on n'a mis que 1 giga de RAM, mais la puissance de Windows Phone couplée à la savoir-faire Nokia en matière de technique font que ce mobile, dans le premier test que j'ai lu ce matin, était noté 5 étoiles. Donc je ne sais pas combien d'étoiles tu lui as donné. 4,5 parce qu'il faut bien... mais clairement... c'est vraiment un superbe compromis entre ce que je peux faire avec et le prix qui est très très abordable, sachant qu'il va être joué par les opérateurs. Donc je ne dévoilerai pas les offres des opérateurs qui communiqueront dessus dès la première semaine de février. Donc moi j'ai pu vraiment l'utiliser à fond pendant un mois. Il est réactif. Ça, il n'y a pas de ralentissement comme on peut trouver sur d'autres plateformes, sur des produits peu chers, disons, on va dire. Par exemple, en Android, je pense que ça serait moins fluide, une fluidité vraiment parfaite. L'appareil photo, certes, le capteur est sur le papier du moins, n'a rien à voir avec celui du 1520 à côté. On a du 20, là on a du 5, mais le rendu est vraiment honnête. Ça passe dans la photo de tous les jours, la photo classique en extérieur, tout ça. L'écran, pareil, on passe d'une résolution Full HD à une résolution donc HD. Mais je pense qu'il y a quelques experts qui vont voir tout de suite la différence, mais sinon le commun des mortels ne verra pas la différence. Le prix, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Pour le coup, une phablette cette taille, de cette qualité à moins de 300 €. Et vous pouvez mettre une carte SD pour rajouter de la mémoire, 32 voire 64. Parce que d'origine, il y a 7 gigas. Pardon, 8 Non, je dis de bêtises, il y a 8 gigas internes sur le téléphone, il y a 7 gigas sur SkyDrive, et vous pouvez rajouter la carte SD. Et ils ont surtout tous les deux une super batterie de 3400 mAh. Donc je peux vous dire que vous travaillez toute la journée et vous pouvez continuer à faire des belles photos aussi toute la soirée. Donc voilà, donc là, celui-ci c'est donc le Lumia 1320 qui arrive sur le marché donc en février à 299 €. Et est-ce qu'on représente le 1520? Le 1520 est un produit qui a été commercialisé au début par SFR, qui commence à arriver en distribution et qui est aussi dans ce format 6 pouces. Donc chez Nokia, on a la chance d'avoir des Lumia qui vont de 149 € à 649 €. Il y a toutes les tailles d'écran, il y a tous les types de capteurs. Donc prenez le temps de bien les comparer pour trouver le Lumia qui vous le plaise. Vraiment bluffant. Je sais pas si Idriss, tu as eu l'occasion de jouer un peu avec le 1320. Toi, t'as fait que le gamme, je te connais. Non, pas encore le 1320. C'est vrai que moi j'ai vu le plus grand, le 2520, et ce qui avait d'étonnant, le 2520 c'est la tablette, mon cher Driss. Pardon, la 1520. Je vais y arriver.
Le 1520, pardon. Moi, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'était la qualité de son écran. Quand vous le voyez, les couleurs sont vraiment, les noirs sont très profonds, les couleurs sont très jolies. Donc ça, c'était un premier point. Après, le fait que là, sur le 1320, sur une taille de 6 pouces, on passe à du HD Ready, du 720 par 1280. C'est pas non plus gravissime. On n'a pas besoin forcément d'avoir du Full HD. On voit pas la différence. Non, vous l'avez dit, il y a quand même un argument très très fort, c'est quand même une phablette avec tout un tas d'applications pour beaucoup gratuites à 299 €. Ouais. Et 4G. Et 4G, ah oui, on a oublié de le dire. Et 4G avec un processeur qui est performant. On l'a dit également, un système, parce que c'est quand même une des forces de Windows Phone 8, c'est que le système est très fluide. Bon, après, c'est vrai que si vous êtes amateur de belles photos, que vous voulez remplacer votre compact, il faut plus s'orienter vers le 1520, qui reste quand même l'une des références en termes de photophone sur le marché aujourd'hui. Driss, je vais te couper un peu, parce que je pense que Xavier nous a réservé une petite surprise en exclusivité pour l'émission. Ouais, attention, Xavier. Il a coupé mon effet d'annonce. Oui, il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Moi, je suis arrivé avec le premier exemplaire en France du Nokia Lumia 2520, qui est mon petit joujou perso de Noël et qui va être introduit sur le marché français. On est en train de travailler une belle offre. Alors plutôt en offre B2B au début, et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire pour le grand public. Donc cette superbe tablette qui est 10 pouces, qui est 4G, qui est Wi-Fi et qui utilise Windows 8.1 RT et qui va me permettre d'avoir l'ensemble de mes applications, d'être ultra productif, d'avoir un bureau complet. Donc si je ferme mon Word, Excel, PowerPoint qui fonctionne bien, j'ai accès à mon bureau classique, j'ai Internet Explorer et puis je peux passer très facilement dans le monde de Windows 8. Alors, elle arrivera aussi avec un clavier qui la protège sous forme d'une couverture et qui lui rajoute 2 ports USB classiques et surtout une batterie supplémentaire. Donc ça peut faire un superbe outil de productivité ou de présentation commerciale. Ce produit va être commercialisé dans quel prix? On est en train de travailler dessus. Nos amis anglais, américains et finlandais l'ont eu avant nous, avant Noël. Nous, on est en train de vous préparer une offre. Je ne la dévoilerai pas aujourd'hui. On n'a pas tous les éléments encore. Mais on est content de se dire que le marché français va pouvoir profiter de la tablette Nokia Lumia 2520 dans les prochains mois. Ben, génial, et merci pour ce beau bijou. J'espère pouvoir repartir avec. Non, j'ai pas bien vu, remontre. Eh ben, écoutez, ça y est, je pense que le studio mobile numéro 5, c'est déjà terminé. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver en replay sur le site de la chaîne www.watch.tv, sur iTunes avec les podcasts, y compris un podcast vidéo HD. Vous verrez tous mes poils. Et merci à Xavier surtout de s'être déplacé, nous avoir apporté plein de jouets, plein d'infos. Et le prochain rendez-vous est au Mobile World Congress à Barcelone à la fin du mois de février. Ok, on y sera. On y sera tous même, je pense. Driss, tu y seras aussi. Merci aussi de ta présence. Oui, je serai sur place, oui. On va suivre l'actu de la téléphonie mobile et des tablettes à Barcelone. D'accord. N'hésitez pas aussi, avant que j'oublie, de nous retrouver sur Twitter. Et merci à Benjamin Vincent qui a réalisé cette émission. Merci Benji. Merci. Puis on se retrouve dans 2 semaines. Ça sera l'émission juste avant justement Barcelone. Et il n'y aura puis, pas grand-chose à dire peut-être. On trouvera. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Bye.